Avec plaisir que je vais introduire, si je puis dire, pour un endoscopiste, c'est toujours un terme que j'aime pas très très bien Je employer. te remercie. Je te Euh, remercie. à la fois un collègue, ami et quelqu'un que j'admire beaucoup à la fois pour ses qualités humaines et scientifiques. On va écouter Noël sur le talk suivant. Donc après avoir entendu une dermatologue qui parle de maladies digestives, là on va entendre un gastro-entérologue qui parle de maladies cutanées. Noël, c'est à toi. Bonjour, nous allons parler des interactions entre certains éléments de nutrition et l'état cutané. En introduction, nous pouvons souligner qu'il existe un peu un double échange, on pourrait dire, entre la peau et l'état nutritionnel. En effet, d'une part, la peau peut être révélatrice, soit d'une maladie chronique d'origine nutritionnelle, par exemple l'existence de xanthomes tendineux ou de xanthelasma dans le cas de l'hypercholestérolémie familiale, mais aussi de révélatrice aussi de carences ou d'excès en certains nutriments. Inversement, dans l'autre sens, la nutrition est utilisée en traitement, soit de manière préventive de certaines anomalies cutanées, par exemple l'éviction de certains allergènes donnant de l'eczéma, ou bien en termes un terme curatif pour des maladies spécifiquement cutanées, comme par exemple l'acné avec les dérivés de vitamine A. Nous allons nous intéresser aujourd'hui plus spécifiquement aux carences pouvant altérer la peau, et donc finalement cette peau étant l'organe de révélation de l'anomalie nutritionnelle. Alors d'une manière globale et non spécifique, la dénutrition protéino-énergétique a bien entendu un retentissement sur l'état cutané. Donc sur la carence globale protéino-énergétique de type marasmique, l'atteinte cutanée s'exprime sous forme de xérodermie, une peau très sèche avec des atteintes de phanère là aussi non spécifiques, puisqu'ils sont partagés en partie avec ceux de l'autre forme que vous avez sur la droite, dans lequel intervient des mécanismes physiopathologiques différents, partiellement compris encore actuellement, donc le kwashiorkor. Là, on a des atteintes à la fois de la pigmentation avec des taches achromiques ou hyperpigmentées, des fois cohabitant. L'atteinte également squameuse de la peau, comme dans le marasme, mais de manière qui peut être plus prononcée, jusqu'à une forme quasiment eczémateuse, avec une atteinte des muqueuses sous forme de chélite par exemple, et bien entendu les atteintes des phanères avec des alopécies pouvant apparaître, et également des décolorations dites en drapeau, par exemple au niveau des cheveux, alternant des zones dépigmentées et normales. L'atteinte des phanères comme les ongles par exemple est aussi classique. Alors, si l'on veut regarder quelques carences plus spécifiques, on peut partir de quelques cas cliniques. Par exemple, cet enfant de 5 mois qui consulte pour un impétigo. Il est né grand prématuré, 960 grammes pour 29 semaines d'aménorrhée. Il est en allaitement exclusif. La diversification n'a pas encore été débutée. Et donc, il a présenté un impétigo à l'âge de 3 mois au niveau du pourtour de la bouche, mais qui a résisté aux différents traitements qui ont été mis en place par son pédiatre. L'enfant, les parents rapportent une altération de son état général, avec notamment une irritabilité très importante qui va croissant depuis un peu moins d'un mois, et de manière concomitante, plus récemment, l'existence d'une diarrhée sans notion de comptage familial, avec une irritation très importante du siège. Donc les photos correspondant à ce cas sont les suivantes, avec cette irritation qui va croissante malgré les traitements au niveau de la bouche, et puis cette irritation du siège aussi importante.
Alors évidemment, on évoque une carence en zinc sur cette atteinte bipolaire. Alors le zinc intervient dans de très nombreuses voies métaboliques et notamment dans la réparation et la synthèse tissulaire. De plus, il est impliqué dans le métabolisme des acides gras polyinsaturés, ce qui peut aussi être une explication à l'atteinte cutanée importante. On trouve le zinc principalement dans les produits animaux, mais aussi dans les céréales et les légumineuses. Il existe en quantité non négligeable dans le lait maternel, mais avec une diminution croissante dans le temps. Son absorption est en compétition avec d'autres éléments traces comme le fer ou le cuivre. Alors les causes de carence en zinc, elles sont principalement liées à des régimes particuliers comme le régime végétarien, puisque à l'instar du fer, le zinc a une biodisponibilité moindre lorsqu'il est d'origine végétale par rapport au zinc d'origine animale, 15 versus de 35% de biodisponibilité globalement. On peut aussi avoir des carences en zinc dans le cadre de maladies chroniques dans lesquelles on a des malabsorptions intestinales, comme la mucoviscidose ou les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et puis au niveau génétique, il existe 2 formes de carence en zinc que nous allons voir maintenant. L'acrodermatite entéropathique et puis le déficit néonatal transitoire en zinc. Alors, on schématise la cellule sous forme de ce carré rose avec la captation du zinc en lien avec l'acrodermatite, donc une anomalie de captation, d'absorption, ça c'est chez l'enfant, et de l'autre côté, une anomalie de sécrétion, ça c'est en ce qui concerne les cellules galactophores de la mère. Alors, pour l'acrodermatite, c'est une mutation donc de cette protéine de transport, d'absorption chez l'enfant qui est autosomique récessive, alors que la mutation des canaux excréteurs de zinc dans le lait est autosomique dominante. Durant l'allaitement, si l'allaitement est mixte, finalement la quantité de zinc va être suffisante grâce au lait artificiel et l'enfant sera symptomatique. Inversement, si l'allaitement est exclusif, à ce moment-là, les symptômes de déficit en zinc vont apparaître, mais après le sevrage, on va avoir du fait de l'apport exogène, puisque ce n'est pas l'absorption qui est touchée dans ce cas-là, mais la source de zinc qui est déficiente à travers le lait maternel, nous allons avoir une normalisation du statut. Donc le dosage de zinc dans le lait maternel est effondré dans ce cadre-là. D'où le terme de transitoire, puisqu'il n'est présent que durant l'allaitement exclusif. En ce qui concerne l'acrodermatite entéropathique, donc c'est une atteinte intestinale comme son nom l'indique, elle va être asymptomatique durant l'allaitement et se révéler après le sevrage, avec cette fois apparition donc de la carence en zinc et des symptômes qui vont nécessiter une supplémentation à vie, comme nous allons le détailler juste après. Alors, si l'on veut schématiser sous forme de tableau, on reprendra ce tableau un petit peu plus loin également. En dehors des atteintes cutanées périorificielles bipolaires, donc il y a un peu le point d'appel clinique qui souvent nous fait penser à cette carence en zinc. Il y a des symptômes digestifs, donc de diarrhée associée par atteinte entérocytaire en fait, avec une altération de la muqueuse intestinale, une immunodépression qui s'installe et puis des troubles neurologiques qui vont participer à finalement une baisse également de l'appétit, l'installation d'une anorexie qui va venir aggraver le tableau de dénutrition pour aboutir à un retard de croissance. Au niveau du dosage diagnostique, donc la zinguémie bien sûr est effondrée. Les phosphatases alcalines sont basses, qui peut être un point d'appel aussi non spécifique, mais qui peut faire évoquer ce diagnostic. Quant au traitement, c'est la supplémentation donc orale de gluconate pour l'acrodermatite, puisque l'absorption fonctionne. Par contre, cette supplémentation, elle va être à vie, puisqu'il s'agit donc d'une mutation génétique. Il y a des risques de surdosage en zinc, donc il y a nécessité de monitorer les taux plasmatiques. La réponse sous traitement est rapide puisque la diarrhée va disparaître en quelques jours.
l'altération de l'état général s'améliore en moins d'un mois et après les troubles des phanères vont se corriger en quelques mois, un trimestre en moyenne. Voilà pour la carence en zinc. On peut aborder un autre cas qui est probablement plus fréquent et que l'on voit actuellement, je trouve, de manière on le rencontre de manière également plus fréquente. Donc c'est un enfant là de 2 ans qui consulte aux urgences pour une boiterie sans fièvre, associée à une altération de l'état général sous forme d'asthénie. Cet enfant présente des difficultés alimentaires avec un refus parce qu'il a mal à la bouche, explique-t-il à ses parents. Fait-il comprendre à ses parents plus exactement. Et au niveau de l'examen clinique, on a un amaigrissement avec une cassure qui n'est pas récente, qui évolue depuis 1 an, mais qui est franche, avec un poids qui est passé en dessous de la barre des -2 déviations standard, et un PB sur PC à 0,26. L'enfant se présente avec des douleurs des membres inférieurs, on disait, donc cette boiterie. Il est en position en chien de fusil et la palpation des membres inférieurs déclenche des douleurs au moment de la palpation des genoux. L'examen clinique retrouve associé des pétéchies au niveau des membres inférieurs qui sont apparus depuis quelques jours. Et lors de la prise de la tension, vous remarquez l'apparition spontanée de nouvelles pétéchies au niveau du brassard. Donc cet enfant va être initialement suspect de leucémie ou d'arthrite ou bien éventuellement d'une autre maladie type vascularite. Donc voici un petit peu à quoi ressemblent les anomalies pétéchiales au niveau du membre inférieur. Au niveau de l'interrogatoire, on trouve un enfant qui présente des troubles de l'oralité très importants avec une alimentation hyper sélective, un enfant qui présente des troubles de type ARFID. Il ne consomme que du lait et les parents donc lui offrent du lait UHT régulièrement depuis l'âge de 4 mois, demi-écrémé. Par ailleurs, la situation sociale de la famille est assez précaire avec un isolement à l'interrogatoire. La biologie retrouve une anémie avec une microcytose franche. Le restant il n'y a pas d'hyperleucocytose associée, les plaquettes sont correctes, ainsi que le bilan de coagulation qui n'explique pas les pétéchies. Il n'y a pas d'inflammation associée au niveau de la VS et de la CRP. Au niveau du ionogramme, les seules particularités sont une albumine qui est très basse, ainsi que la créatinine, et un calcium ionisé également effondré, alors que le phosphore est normal. La vitamine D est très basse aussi. Des examens radiologiques vont être réalisés. D'abord une échographie de hanche qui retrouve un épanchement modéré, rien au niveau du genou par contre, et les radiographies des membres inférieurs que nous allons voir ensemble. Alors, plusieurs anomalies sont visibles. Sur la radio de gauche, on peut voir donc globalement une déminéralisation associée à une condensation d'une part au niveau des métaphyses et de manière un petit peu plus visible à droite, sur la radio à droite, donc du membre gauche, des bandes claires métaphysaires associées à des éperons au niveau des métaphyses. Si l'on regarde au niveau des chevilles, on retrouve ces éperons métaphysaires et puis cet aspect cerclé des épiphyses. L'ensemble de ces anomalies est assez évocatrice de rachitisme, mais quand même différent. La boiterie bien que non fébrile, a fait réaliser une scintigraphie qui montre une hyperfixation au niveau des cartilages de conjugaison, mais il n'y a pas d'hyperfixation non plus sous forme de foyer individualisé ailleurs. Enfin, une IRM est réalisée qui retrouve l'association d'un hypersignal T2 et d'un hyposignal T1 qui est au niveau des métaphyses. On peut voir au niveau du fémur, des tibias et des péronées également. Et ceci est associé à d'autres anomalies plus fines, un décollement sous périosté, les parties molles sont infiltrées en regard de ces décollements, il y a une réaction périostée au niveau de la diaphyse, et par contre les épiphyses elles sont normales et on ne retrouve pas non plus d'épanchement intra-articulaire. Cet aspect d'IRM est très évocatrice pour les radiologues
d'une atteinte de type scorbut, en sachant que le principal diagnostic différentiel est l'hémopathie. Alors, le restant de l'examen clinique orienté retrouve une gingivite modérée chez ce patient. Il n'y avait pas spécialement d'hémorragie gingivale décrite à l'interrogatoire. L'examen des pétéchies retrouve, au niveau des membres inférieurs, retrouve également une kératose folliculaire avec cet aspect particulier d'entortillement du follicule pileux sur lui-même. Et enfin, le dosage de vitamine C dans le plasma est totalement effondré, donc confirme le diagnostic de scorbut. Alors la vitamine C, elle a plusieurs rôles, elle intervient dans plusieurs voies métaboliques, mais principalement reliée aux symptômes du scorbut, c'est l'atteinte du métabolisme du collagène, d'où le retentissement cutané et muqueux des tissus conjonctifs. Elle intervient aussi dans des voies métaboliques comme celui de l'acide folique par exemple. On retrouve la vitamine C dans les fruits et légumes principalement, mais aussi dans les abats, en sachant qu'il y en a peu dans le lait, mais que la quantité n'est pas nulle non plus. Par contre, le fait de traiter le lait sous forme de UHT détruit la quantité de vitamine C présente. Alors sinon, les autres causes de carence, autres que alimentaires, sont liées à des états type alcoolisme chronique ou hypercatabolisme comme les brûlures étendues. Parmi les symptômes de la vitamine C, donc on a cité les atteintes cutanées. La classique perte des dents signe un stade très avancé, avec l'atteinte là aussi du tissu conjonctif. Et chez l'enfant, finalement, la forme, elle peut être trompeuse, mais elle est assez évocatrice, qui est l'atteinte d'une boiterie avec une pseudo-paralysie associée et une boiterie douloureuse non fébrile. On peut avoir une atteinte cardiaque également dans ces carences. En ce qui concerne le diagnostic, on va faire un dosage donc, de vitamine C plasmatique qui va être bas. Il n'y a pas de consensus pour le traitement chez le petit enfant. Dans les protocoles classiques utilisés, on propose 250 mg jour pendant 10 jours. La question qui se pose, c'est la supplémentation prolongée qui ne doit pas l'être non plus, parce qu'un surdosage en vitamine C peut avoir des retentissements, notamment au niveau rénal. Pour le grand enfant, on propose généralement 1 gramme jour pendant 10 jours et après un relais pendant plusieurs semaines à la dose de 250 à 300 mg jour. La réponse clinique à ce traitement va être rapide puisque les hémorragies cessent en 48 heures et l'état général s'améliore dès 15 jours. À titre indicatif, les 5 fruits et légumes conseillés dans le PNNS vont apporter environ 200 mg en moyenne, ceci variant beaucoup bien entendu d'un fruit à l'autre. Pour terminer, un dernier cas clinique qui est plutôt, on va dire, historique, milieu 19e, les champs de pommes de terre en Irlande qui sont la culture quasiment exclusive développée dans ce pays, sont ravagés par un parasite. Et donc c'est l'histoire de cette jeune adolescente de 16 ans qui est la dernière d'une grande fratrie de 8 enfants, comme c'est classique à l'époque. Vous avez une petite photo d'elle là en dernier, tirée des archives françaises de pédiatrie. Et voici cette petite fille devenue adolescente, jeune femme. Alors, la clinique qui s'installe, elle est progressive avec une altération de l'état général, une asthénie, et puis apparition également, peu de temps après, d'une diarrhée avec des douleurs abdominales et une glossite importante qui gêne son alimentation. À cette atteinte muqueuse s'associe une atteinte cutanée très particulière puisque, vous voyez, elle touche principalement les zones photo-exposées, le visage et les avant-bras ici. Donc c'est une probable carence en niacine. La vitamine B3 comprend 2 molécules, l'acide nicotinique ou la niacine et l'amide nicotinique ou nicotinamide, voilà, qui ont comme particularité d'être synthétisés à partir du tryptophane, ce qui est un élément important puisqu'on va voir que dans les causes
de carence en B3 possiblement rencontrées actuellement, on peut avoir des interactions avec certains médicaments qui inhibent la voie du tryptophane. Il y a des interactions avec d'autres vitamines du groupe B, notamment la thiamine. Alors c'est une vitamine qui joue un rôle majeur dans la respiration mitochondriale, mais également dans le métabolisme de l'ensemble des macronutriments, protéines, lipides et glucides, puisque des classes d'hypolipémiants ont été développées à partir de la niacine, mais dont la commercialisation a été stoppée à cause des effets secondaires. La source alimentaire, elle est principalement animale, c'est dans la viande qu'on en trouve, mais on en trouve aussi, comme l'illustrait ce cas, dans des régimes où la part majeure de l'alimentation est représentée par les céréales et les pommes de terre. Donc les causes de carence, ce sont des régimes exclusifs, par exemple qui ne consomment que du maïs, et les régimes végétaliens stricts, globalement. J'évoquais tout à l'heure les médicaments qui pouvaient inhiber la voie du tryptophane, comme l'isoniazide par exemple, ou les sulfamides. Il y a des maladies génétiques qui touchent aussi cette voie et aboutissent à des carences s'exprimant cliniquement. Donc on parle ici de la maladie, c'est la pélague, d'où l'autre nom de la vitamine PP pour prévention de la pélague. Donc il y a une atteinte cutanée sous forme d'érythème qui est particulier et ça donne une impression de coup de soleil. Il y a un œdème associé, c'est plutôt violacé, ça touche les zones photoexposées d'abord et il y a une limite relativement nette de cet érythème et ça va évoluer dans le temps vers un aspect squameux. Alors, en moyenne mnémotechnique utilisée par l'OMS pour la pélague sont les 4D, donc l'atteinte dermatologique que nous venons de voir, mais il y a aussi des symptômes digestifs, ce que présentait cette jeune fille, des douleurs avec de la diarrhée, la stomatite. Il y a des atteintes neuropsychiatriques et neuropsychologiques avec l'asthénie qui est l'élément le plus fréquent, mais également l'irritabilité et les troubles à la fois de mémoire, mais aussi sensoriels. Et enfin, le risque de décès sur l'évolution sévère et prolongée. Donc la vitamine B3 ou niacine, la carence, c'est le dosage plasmatique. On peut avoir aussi des dosages urinaires à partir des métabolites qui sont effondrés. Le traitement, ce sont des apports pour le grand enfant de 300 mg jour en perfusion et avec une supplémentation en B1, B2 et B6 également. La réponse clinique, elle est aussi assez rapide, en quelques jours, moins d'une semaine généralement. En conclusion, des choses, je dirais, plus courantes. C'est ce jeune adolescent de 14 ans qui consulte pour une fatigue avec une gêne à l'alimentation, une douleur, puisque la langue le brûle. Il a une langue qui est effectivement rouge, lisse et plutôt sèche. On parle de glossite atrophique à ce moment-là. Et en fait, là, plusieurs types de carences peuvent être évoquées, certaines fréquentes, carence en fer et en zinc en premier, mais aussi celles que nous venons de voir, la carence en B3, on peut avoir en folate ou en B12 également des atteintes de type glossite, ou des carences en acides aminés qui sont quand même beaucoup plus rares chez nous en dehors d'une dénutrition sévère. En dernier, la dermatite séborréique, là aussi plusieurs origines différentes. On peut constater que les fanères au niveau des cheveux sont un peu particuliers également, et donc là on peut avoir des atteintes par carence en zinc, en vitamine B2 ou en vitamine B6, en sachant que cette carence un peu particulière dont je vous parle, puisqu'on a évoqué tout à l'heure la vitamine, la pélagre, ça peut être soit un peu comme d'habitude sur ces carences, soit par défaut d'apport, mais aussi par augmentation des besoins, comme par exemple des régimes hyperprotéinés qui vont nécessiter plus de B6, ou des anomalies de stockage hépatique ou du métabolisme par des inhibiteurs comme l'isoniazide encore. C'est associé à une carence en vitamine B3 et la clinique est assez proche de la carence en zinc avec l'atteinte périorificielle bipolaire. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, je serai heureux d'essayer d'y répondre. Merci à vous.
Merci Noël pour cet exposé extrêmement précis. Je ne sais pas si ça a suscité des questions parmi l'auditoire. Sandra, tu as des questions? Alors, pour l'instant, je n'en ai pas qui arrivent, mais il y en aura peut-être parce que tout à l'heure, c'est arrivé après. Moi, je voulais juste éventuellement en poser une, voire deux. La première, c'est que effectivement, donc là, c'est des tableaux assez sévères de carence, mais peut-être que nous, en pédiatrie de ville, on a quand même des tableaux moins importants et qu'on n'est peut-être pas assez vigilant et qu'on dose peut-être pas assez les vitamines. Et puis, bah, ces bébés, je pense qu'après, avec la diversification, ça finit par aller mieux. Mais est-ce que dans des érythèmes fessiers sous allaitement exclusif qui ont tendance à être un peu persistants et difficiles à traiter, est-ce qu'il faudrait qu'on soit plus vigilant et qu'on dose plus facilement le zinc, par exemple? Alors, le dosage en zinc est assez simple à faire, hein. En ville, ça pose aucun problème. C'est pas exceptionnel, hein, les carences. Enfin, c'est pas fréquent les carences en zinc, mais finalement, on en voit. Alors, je pense par exemple aussi en ville, une autre situation que cet érythème qui est quand même l'érythème fessier, c'est pas, on va pas d'abord chercher bien sûr une carence en zinc, je suis d'accord avec vous, mais si ça résiste, si c'est important et s'il y a une atteinte péribuccale, je pense que ça vaut la peine de se poser la question en analysant effectivement quand même. C'est peut-être pas très, comment dire, il y avait peut-être j'ai peut-être oublié de préciser quelque chose sur l'acrodermatite entéropathique. Ce qui est particulier finalement, c'est que c'est une anomalie d'absorption qui va se révéler au moment de la diversification parce que finalement, la biodisponibilité du zinc dans le lait maternel est supérieure. C'est un très bon coefficient d'absorption et donc finalement, l'allaitement exclusif va protéger finalement en améliorant ça et c'est au moment de la diversification que ça paraît inversement par rapport à l'autre, mais ça reste des maladies quand même assez rares. Donc oui, je pense qu'on peut doser une carence, rechercher une carence en zinc si on a une atteinte comme ça cutanée bipolaire, résistante au traitement classique de l'érythème fessier. Hein. Très bien, merci. Donc j'ai une question qui est arrivée du docteur Carré qui demande quelles sont les conséquences d'une surcharge en zinc. Alors, ce qui est un peu embêtant, c'est que c'est les mêmes symptômes un peu. C'est-à-dire qu'en fait, une surcharge en zinc, on va avoir principalement dans l'intoxication, des troubles digestifs. C'est-à-dire qu'on a classiquement une anorexie, des douleurs abdominales et une diarrhée en fait. Voilà. Alors après, c'est pareil, il n'y a pas de conséquences irréversibles. Voilà, les choses on va stopper, les choses vont rentrer dans l'ordre. Mais dans ce que je voulais attirer l'attention, comme pour la carence comme pour le scorbut, hein, la supplémentation en vitamine C, il faut avoir un monitorage derrière pour s'assurer qu'on n'est pas en surdosage. On a eu un patient cette année, là, nous, qui était hospitalisé pour une boiterie, refus de la marche. Enfin, c'est exactement la même histoire hein, que celle que je vous ai présentée, là, qui est tirée d'un article qui a déjà quelques années, mais on a eu exactement la même chose. C'était en pédiatrie générale. Et il y a eu une communication peut-être qui n'a pas été optimale au moment de la sortie. Le petit est parti avec ses doses de vitamine C maximale et moi je le revoyais un mois après en consultation. Alors il n'y a pas eu de conséquences, il n'y a pas eu de problème de lithiase ou de choses comme ça, mais sur le long terme, le surdosage en vitamine C, on a aussi des douleurs abdominales, des troubles digestifs et potentiellement des atteintes rénales, voire par contre à plus long terme, si ça dure longtemps, des atteintes de type cardiovasculaire en fait, hein, en favorisant l'athérosclérose par exemple. Voilà, donc il faut juste penser à monitorer sur le temps de la supplémentation et puis pouvoir arrêter une fois que la difficulté alimentaire est rentrée dans l'ordre. Voilà, si ce n'est pas quelque chose de génétique comme l'entéropathie. Okay. Merci beaucoup. Et donc, quid de tous ces compléments alimentaires en vente libre? Eh ben, clairement, on ne conseille pas du tout de prendre des compléments. C'est une autoprescription. Des fois, c'est de la prescription médicale hein, qui est faite aussi, mais clairement, on n'a pas d'intérêt. En fait, globalement, en nutrition, il y a quand même ce concept qui est pas forcément intuitif, hein, qui est que si on n'a pas de déficit, on n'aura généralement pas de bénéfice à faire une supplémentation. Et par contre, on augmente les risques des effets délétères, en fait. Hein. Très bien. Voilà, j'ai d'autres questions qui arrivent, donc je vais vous les poser quand même au fur et à mesure. Donc, pour un régime végétalien chez certains ados, faut-il rechercher des carences spécifiques? Alors,
Il faut, alors végétarien, végétalien, c'est pas du tout pareil, hein, déjà en termes de suivi. Globalement, les risques, le végétalien, oui, il va y avoir besoin d'une surveillance quand même régulière. Il n'y a pas de consensus sur qu'est-ce qu'il faut doser, à quelle fréquence, à partir de quel âge, etc. Mais globalement, bon, ce qui est quand même très, ça, les gens qui suivent des régimes végétaliens le savent bien, hein, ce qui est bien connu, c'est qu'il y a un risque de carence majeure en B12, puisque là, on ne l'a que par l'alimentation animale. Et après, c'est carence en fer, je dirais, en tête, même si sur les études chez l'enfant et chez l'adulte, finalement, la fréquence de cette carence en fer et pas si élevé que ça, parce qu'on est aussi dans des populations souvent qui sont averties de leur choix alimentaire, et donc il y a là aussi soit des supplémentations, soit des attentions à l'apport en légumineuses plus important, etc., pour essayer de compenser ça. Mais oui, il y a besoin d'une surveillance nutritionnelle, et donc je dirais voilà, vous avez une revue qui a été faite il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans maintenant, par le groupe francophone sur ces régimes végétariens chez l'enfant, qui est bien faite, hein, dans les archives françaises de pédiatrie, voilà, qui fait le point de la littérature. Ok, je retrouverai la référence et je la ferai passer aux apprenants. Je peux vous envoyer le PDF si vous voulez. Ok, et donc la dernière question, voilà, puis ensuite on passera. Y a-t-il une indication à doser les vitamines dont vous avez parlé dans les bilans de malabsorption qu'on fait chez des enfants qui présentent un infléchissement ou une stagnation pondérale sans signe cutané ou digestif? Oui. Si on est dans le cadre d'une malabsorption avec retentissement staturo-pondéral, il y a besoin d'un bilan nutritionnel. Alors, la vitamine, la niacine, non, on ne le dose pas de manière courante, mais on va avoir un dosage des vitamines liposolubles. On rajoute facilement folate B12. En fonction de l'alimentation à côté, on va pouvoir faire un dosage de vitamine C. Et puis là-dessus, on rajoute bien sûr fer, ferritine, et puis cuivre, zinc, sélénium, hein, en éléments traces, je dirais un petit peu de base. Donc ça, c'est un petit peu c'est déjà un peu large, hein, comme si on n'a aucun point d'appel, mais on a souvent des carences subcliniques, hein, biologiques. Le zinc, il faut y penser aussi chez le plus grand, qui a un ralentissement de la croissance staturale isolée ou un retard pubertaire isolé. Ça fait partie des causes qu'on peut avoir. C'est vraiment un coenzyme important aussi en endocrino, hein. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Noël, c'était extrêmement intéressant.